Bonjour à tous, nous sommes le mardi 3 février 2026 et notre cher ami John Helmer est avec nous. Bon retour parmi nous, John. Merci de m'avoir invité, Nima. Ravi de te revoir. John, il y a beaucoup de choses à aborder aujourd'hui. Commençons par ce que je considère comme la question la plus cruciale, la situation au Moyen-Orient et le conflit entre les États-Unis et l'Iran. Depuis plus de 3 semaines, nous assistons à des troubles dans la région et l'administration Trump n'a rien fait. Ils ont déployé une importante présence militaire au Moyen-Orient pour affronter l'Iran. Mais en regardant la situation actuelle entre les deux parties, vois-tu la possibilité d'une nouvelle guerre? Penses-tu qu'il puisse se passer quelque chose au-delà de cela? Parce qu'en ce moment, il semble que les deux parties souhaitent négocier. Quelle est, selon toi, la position du président américain Donald Trump? Je pense qu'il y aura toujours une guerre permanente contre l'Iran. Cela ne changera pas en raison de la dynamique fondamentale avec un Israël doté de l'arme nucléaire, expansionniste, qui considère l'Iran comme son principal ennemi, après s'être déjà débarrassé de tous les États arabes laïques, principalement l'Irak de Saddam Hussein, capable de se défendre contre une attaque israélienne, y compris nucléaire. Saddam Hussein, il existe des archives où on le voit discuter avec ses généraux de la manière dont l'Irak pourrait survivre à une attaque nucléaire et ensuite contre-attaquer. Ainsi, l'Iran est le principal ennemi d'Israël, et cela ne changera pas à moins qu'un accord régional significatif ne soit conclu, dans l'esprit de ce que Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a proposé comme pacte de sécurité mutuelle pour les États du Golfe Persique. Il y aura donc une guerre permanente. Pour l'instant, cependant, Trump est en repli. Il recule sur tous les fronts, y compris l'Iran, l'Ukraine et même sur le plan intérieur, au niveau national. Nous pourrons y revenir. La raison pour laquelle il est en repli, et cela soulage l'Iran de la pression pour le moment, c'est que la tâche des négociateurs iraniens consiste à trouver un moyen de permettre à Trump de reculer, sans que cela paraisse évident, sans qu'on voit qu'il rentre la queue entre les jambes, qu'il a été vaincu. Il doit toujours gagner, nous l'avons déjà dit. Mais j'ai trouvé une formule très simple pour que notre public puisse calculer l'équilibre des forces dans cette situation et dans d'autres. Argent plus vote plus balles égale pouvoir. Si l'un de ces éléments manque, vous n'avez pas de pouvoir. Alors, l'argent, pour répondre à votre question, l'argent dit qu'il n'y aura pas de guerre. On peut le voir à la façon dont l'argent s'exprime sur le marché du pétrole. Le Brent, l'indicateur de référence du prix du pétrole, et le West Texas Intermediate, le WTI, l'indicateur du prix du brut américain, ont tous deux chuté d'environ 5% au cours des 3 ou 4 derniers jours. Le marché pétrolier, c'est l'argent qui parle. Et l'argent dit essentiellement qu'il estime que la probabilité de la fermeture du détroit d'Ormuz et d'une défense prolongée que l'Iran est capable de mener, d'une guerre prolongée, a diminué. Donc le prix du pétrole baisse. Pourquoi? Trump peut-il reculer face à une menace iranienne crédible, peu importe les dégâts qu'il affirme avoir infligés? Et souvenez-vous, tout le monde devrait se rappeler qu'il a dit avoir anéanti, en utilisant ce mot 8 fois en seulement quelques minutes, la capacité nucléaire iranienne. Pourquoi est-il inquiet? La réponse est que d'ici le Memorial Day, qui n'est qu'à 16 semaines sur le calendrier américain, la saison estivale des trajets en voiture commence. Presque immédiatement après, lorsque les conducteurs américains ont besoin d'essence, carburant, benzine, selon le pays où l'on se trouve et le nom que l'on donne au combustible de sa voiture. Les Américains ne peuvent pas entrer dans la campagne des élections de mi-mandat qui débutent pendant l'été, avec une préoccupation liée à l'inflation dans leur voiture et à la maison.
Et la crainte de l'inflation est un facteur majeur du désaveu public envers Trump. Donc, les marchés indiquent qu'il n'y aura pas de fermeture du détroit d'Ormuz, car il n'y aura pas d'attaque américaine. Les sondages montrent un effondrement du soutien à Trump, et il ne peut pas prendre le risque d'une combinaison de pertes humaines dans une guerre et d'inflation intérieure à l'approche d'une campagne électorale. Très brièvement, pour notre public américain, il est clair que Trump s'est retiré de Minneapolis. Et je regarde mes notes pour retrouver le tweet dans lequel il a annoncé que l'ICE, les unités de l'immigration et des douanes qu'il avait envoyées dans les villes du pays, les villes votant démocrates, ce qui a conduit, comme tout le monde le sait, à 2 meurtres à Minneapolis. Ce que Trump a annoncé, c'est qu'il n'enverra pas ses forces, ni la Garde nationale, ni l'ICE, dans ce qu'il appelle les villes démocrates mal gouvernées, à moins que ces villes ne le demandent. C'est un retrait majeur vis-à-vis des villes démocrates du pays, et cela est motivé par les sondages. Tout le personnel de la Maison-Blanche agit exactement de la même manière, et doit toujours le faire, car leur vie et leur avenir en dépendent. Quand les votes se retournent contre vous, quand l'argent se retourne contre vous, il ne vous reste que les balles. Et la répression militaire aux États-Unis, est peut-être quelque chose dont Stephen Miller rêve en s'endormant à la Maison-Blanche de Trump. Mais ça échoue. Ça échoue. Et le calcul des balles, laissez à certains de vos invités le soin d'analyser les rapports de force entre l'Iran et les États-Unis. Le ratio de balles, ou le nombre de balles, le calcul montre que l'armada américaine, la belle armada de Trump, ne peut pas gagner une guerre courte. L'Iran gagne en survivant. L'Iran gagne en résistant et en prolongeant la guerre. Une guerre prolongée signifie que la guerre arrive jusqu'aux États-Unis. Et la combinaison du sang et de l'inflation de guerre tue les présidents. Et cela ferait la même chose à Trump. Ainsi, cette combinaison d'argent, de votes et de balles se retourne maintenant contre Trump, contre son pouvoir. Ainsi, le problème pour ceux qui sont visés, à commencer par l'Iran, est de savoir comment le laisser s'enfuir. Et il a également été vaincu en Inde. Il a dû reculer. Nous pourrions dresser une liste au fur et à mesure, mais je pense que cela répond déjà à votre question. C'est forcément un soulagement pour tout le monde en Iran, là où vous êtes maintenant. Et c'est un soulagement de bon sens. C'est certainement un soulagement à Moscou qu'il n'y ait pas d'attaque américaine. Mais cela ne veut pas dire, après avoir été vaincu 3 fois, qu'il ne reviendra pas, ni que les Israéliens ont abandonné leur stratégie, qui exige en fin de compte la destruction de l'Iran. John, nous voyons que la Turquie et d'autres pays d'Asie occidentale tentent de communiquer avec les 2 parties, les Iraniens et les États-Unis. Comment voyez-vous le rôle de ces pays dans la région? Et comment l'Iran les perçoit-il? L'Iran les considère-t-il comme collaborant d'une certaine manière avec les États-Unis? Ou avec le temps, les voit-il comme des acteurs politiques régionaux capables d'influencer les décisions américaines? Eh bien, vous pouvez répondre à la deuxième partie, comment l'Iran voit les choses. J'ai passé une grande partie de ma vie politique à travailler avec le Premier ministre de la Grèce, donc j'ai une opinion particulière sur la Turquie. Cette opinion est partagée à Moscou par l'état-major et les services de renseignement. Personne ne fait confiance au président Erdogan et personne ne fait confiance à la Turquie en tant qu'allié. Il y a plusieurs raisons à cela. Nous n'avons pas forcément besoin de faire un exposé à la manière de Poutine, ce qui ennuierait tout le monde. Le rôle des Turcs en ce moment est de se positionner comme un lieu crédible de médiation. Ils essayent de légitimer l'expansion de l'ancien empire turc
vers le sud, le long de la côte libanaise, ce qu'ils ont réussi à faire, dans une certaine mesure, avec l'installation du président al-Sharaf, du président Jalani à Damas. Mais alors, Jalani Sharaf, ce sont les deux noms qu'il utilise, doit chercher un soutien russe et d'autres appuis diversifiés contre l'expansion turque. La Turquie s'étend également à travers l'Europe et la Méditerranée, contre Chypre, contre la Grèce, vers la Libye. C'est une puissance expansionniste. Elle veut se positionner de manière totalement trompeuse, notamment dans son soutien à Gaza face au génocide, et ainsi de suite. Je pense en avoir assez dit sur les Turcs. Concernant les Arabes, quelque chose d'assez intéressant s'est produit pour répondre à votre question. Le 31 janvier, il y a seulement quelques jours, l'Inde a réussi à convoquer un sommet des États arabes. Il y a eu une réunion de tous les ministres arabes des Affaires étrangères ainsi que du secrétaire général de la Ligue arabe. Ils se sont tous réunis à Delhi, ce qui est une réussite que les Indiens ont accomplie alors que les Russes n'avaient pas réussi à organiser un sommet des États arabes. Et Trump les avait éclipsés avec sa prestation à Sharm el-Sheikh. Ce qui est intéressant dans ce rassemblement des États arabes, c'est le communiqué intitulé « La déclaration de Delhi de la deuxième réunion des ministres des Affaires étrangères Inde-Monde arabe ». Je consulte mes notes pour vous citer exactement ce qui a été dit afin que chacun puisse comprendre comment l'interpréter. Or, ce que j'ai vérifié, c'est qu'il n'y a pas une seule mention de l'Iran. Pas une seule. Aucune mention de la principale menace pour les États du Golfe et plus à l'ouest pour la Jordanie. Une guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran qui les toucherait tous. Pas une seule mention. Israël n'est mentionné qu'une seule fois dans une formule pour la paix avec Israël, la paix Israël-Palestine. Il n'y a aucune mention de la Russie, aucune mention des armes nucléaires au Moyen-Orient, aucune mention des BRICS. Et pourtant l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Iran sont tous membres des BRICS. Je pense donc, une partie de la réponse à votre question est que, lorsque les États arabes se sont réunis à Delhi avec les Indiens, ils n'ont pas été capables de traiter les menaces les plus immédiates et les plus urgentes qui les concernent. Ils sont trop divisés. J'ai passé quelques années à travailler avec et au bureau du secrétaire général de la Ligue arabe. J'ai une idée assez claire de la façon dont cela fonctionne et de la façon dont cela ne fonctionne pas. À quel point c'est entravé, à quel point c'est compétitif en interne. Aujourd'hui, Ahmed Aboulgate est le secrétaire général égyptien. Comme la Ligue a toujours été dirigée par un secrétaire général, sauf pendant ma période où c'était un Tunisien. C'est un signe. Cela montre à quel point ils sont divisés. Sans parler du conflit crucial qui oppose actuellement l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, impliquant le Yémen, le Soudan et la Somalie. Ce sont des conflits majeurs qui ont atteint une dimension cinétique. Et pourtant, la Ligue et les ministres n'ont pas pu en discuter jusqu'à parvenir à un quelconque accord. Cela nous en dit long, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit en réponse à votre question, les États arabes sont trop divisés pour s'asseoir à la table et parvenir à un accord. Cependant, c'est intéressant. Pourquoi l'ayatollah Khamenei, dans son discours du 1er février, lorsqu'il parlait de l'inévitabilité d'une guerre régionale si l'Iran était attaqué, n'a-t-il pas dit qu'il devrait y avoir une représentation régionale dans les négociations? N'est-ce pas un règlement régional qui devrait s'attaquer aux causes profondes du conflit contre l'Iran? Cause profonde est une formule. Vous savez, notre public s'en souviendra. C'est ainsi que les Russes expriment le conflit. Leur intention que l'accord de paix sur l'Ukraine prenne en compte les causes profondes de l'insécurité pour tout le monde.
Ainsi, il n'a pas été dit du côté iranien qu'il devrait y avoir une représentation régionale à la table des négociations de paix. Nous pourrons en discuter, mais le problème demeure que les principaux États arabes sont désormais en guerre les uns contre les autres, ou presque, l'Arabie saoudite et les Émirats. L'Arabie saoudite a conclu un type particulier de pacte opérationnel avec le Pakistan et avec les États-Unis pour soutenir sa perception d'insécurité. D'un autre côté, les Émirats arabes unis se sont tournés vers l'Inde et ont conclu un pacte avec les Indiens à des fins de défense et de sécurité à long terme. On voit donc qu'il existe un alignement, mais c'est un alignement antagoniste. Or, si telle est la perception parmi les États arabes, les plus puissants étant l'Arabie saoudite, qui a toujours dominé la Ligue arabe, et les Émirats arabes unis, et qu'ils en sont maintenant à se battre à couteau tiré, littéralement, avec un camp s'appuyant sur le Pakistan comme force mercenaire et fournisseur potentiel d'armes nucléaires, et l'autre, les Émiratis, comptant sur le soutien de l'Inde, alors que voyons-nous là une impossibilité pour les États arabes de la région d'être intégrés dans une quelconque relation avec l'Iran qui permettrait d'atténuer la pression actuelle des États-Unis. D'un autre côté, tout le monde peut le constater dans la presse. Il y a de nombreuses spéculations et des articles affirmant que tous les États arabes ont supplié le président Trump de ne pas attaquer. Oui. John, à mon avis, il y a deux aspects dans ce qui se passe dans l'esprit des États arabes, ainsi que de la Turquie. Si Donald Trump avait pu convaincre les États arabes et la Turquie qu'il s'agirait d'une guerre rapide, parce qu'ils avaient réussi à provoquer quelque chose à l'intérieur de l'Iran, avec les manifestations qui se sont transformées en émeutes et déstabilisaient le gouvernement de l'intérieur, alors une attaque extérieure contre l'Iran faisait partie du plan, selon moi. Mais il ne semble pas que l'évaluation ou l'analyse actuelle, de la part des experts du renseignement et de l'armée dans ces pays, soit que les États-Unis puissent attaquer l'Iran et obtenir un résultat en peu de temps. C'est là le problème, car si cela se transforme en guerre d'usure, je ne pense pas que les États-Unis seraient capables de poursuivre une guerre au Moyen-Orient. Ils affrontent un pays qui produit tout ce dont il a besoin à l'intérieur de ses propres frontières, tandis que les États-Unis doivent tout acheminer dans la région. Et Israël n'est pas en mesure de produire autant d'armes et de munitions. Ils dépendent entièrement des États-Unis. Tout doit venir des États-Unis vers la région. Je ne vois pas non plus la Turquie jouer un grand rôle dans la production ou la fourniture de ces munitions. C'est pourquoi la solution pour les États-Unis n'est pas une guerre prolongée, non seulement sur le plan intérieur, mais aussi à l'échelle internationale, en tenant compte de l'ensemble de la région. Eh bien, laissez-moi vous demander, dites-moi comment le camp iranien perçoit la Turquie, autrement que comme un simple lieu de passage pour tenir des réunions à Istanbul. Comment l'Iran voit-il la Turquie? Potentiellement hostile, toujours potentiellement hostile, ou potentiellement amicale? De quel côté la Turquie se placerait-elle avec les Kurdes dans sa guerre contre les Kurdes, dans son occupation de la Syrie? Comment voyez-vous la manière dont le camp iranien conçoit le rôle de la Turquie? Et ensuite, nous pourrions aborder l'autre frontière de l'Iran, car le Pakistan est désormais au bord de l'effondrement au Baloutchistan. Mais laissez-moi comprendre, s'il vous plaît, comment vous percevez la Turquie. La Turquie d'aujourd'hui, John, est différente de celle qui existait avant le conflit, la chute d'Assad en Syrie. La situation en Syrie a énormément influencé la position de la Turquie dans la région, car désormais, leur principal, disons, soi-disant ennemi en Syrie, est Israël. Ils doivent garder cela à l'esprit. C'est pourquoi, dans l'analyse iranienne, l'évaluation est que la Turquie ne veut pas d'un nouveau conflit.
La Turquie voit ce qui s'est passé en Syrie. Elle pensait pouvoir tirer profit du chaos là-bas, mais elle n'en tire aucun avantage avec le temps. La situation devient de plus en plus compliquée. C'est pourquoi elle sait, car, comme tu le sais, les positions de l'Iran et de la Turquie sur Gaza sont totalement différentes. L'Iran veut soutenir Gaza et le peuple palestinien, tandis que la Turquie veut autre chose, quelque chose de totalement différent de ce que veut l'Iran. C'est pourquoi beaucoup de gens en Iran, je parle de l'opinion publique, ne font pas confiance à Erdogan. Mais la politique du gouvernement est différente. La position officielle est qu'ils veulent dialoguer, vérifier la position de la Turquie sur chaque question au fil du temps. Ces négociations contribuent, d'une certaine manière, à façonner les positions individuelles. Ils veulent continuer à vérifier où se situe la Turquie. Et nous savons, après tout, que l'opinion publique n'est pas très optimiste à propos de la Turquie. C'est un fait, à propos du gouvernement turc, pas du peuple turc. Bien sûr. Eh bien, dites-moi, quel rôle les Kurdes ou les factions kurdes ont-ils joué dans la tentative de provoquer un changement de régime de l'intérieur qui vient d'être déjoué? Si j'ai bien compris, les Kurdes de l'ouest de l'Iran, venant des zones frontalières avec la Syrie et la Turquie, ont joué un rôle anti-régime, mais ont été vaincus. Est-ce exact? Oui, exactement, c'est ce qui s'est passé. En réalité, les Kurdes sont la clé pour établir un lien, pour d'une certaine manière rapprocher ces deux pays, la Turquie et l'Iran, car tous deux les considèrent, non seulement en Iran, mais aussi en Turquie, comme une force déstabilisatrice à l'intérieur du pays. C'est le problème pour les deux. Ils doivent ramener ces populations sous le contrôle du gouvernement. Et c'est, à mon avis, un terrain d'entente sur lequel l'Iran et la Turquie peuvent travailler ensemble. Tu sais, ce qui s'est passé ici en Iran, John, était assez incroyable à voir. Et je pense que la Turquie, avec l'Arabie saoudite, parce que l'Arabie saoudite, d'un côté, a déclaré qu'elle ne soutiendrait aucune attaque américaine contre l'Iran et qu'elle ne permettrait pas aux États-Unis d'utiliser son espace aérien pour attaquer l'Iran. Et puis, on voit les médias à tendance sioniste essayer de manipuler cela. Vous savez, le ministre des Affaires étrangères d'Arabie saoudite est allé aux États-Unis et ils ont dit en coulisses qu'on pouvait attaquer, qu'ils étaient totalement d'accord pour une attaque contre l'Iran. D'une certaine manière, le gouvernement israélien n'est pas satisfait de ce qui se passe au Moyen-Orient. Il voit à quel point la région change de façon radicale. À mon avis, un changement profond est en train de se produire. Ce n'est pas tout visible en surface, c'est surtout en dessous. Et je vois un changement considérable se produire au Moyen-Orient. Je vois tous ces pays, et le gouvernement le plus sioniste de la région, à mon sens, est celui des Émirats arabes unis. Et les autres pays sont d'une certaine manière effrayés par Israël, car ils savent comment Israël peut se comporter. Vous savez, d'une façon qui pourrait menacer le gouvernement dans l'un de ces endroits, au Qatar ou en Arabie saoudite. Et la Turquie subit beaucoup de pression, à la fois en Syrie et au Moyen-Orient. À mon avis, ils ont tout fait pour désamorcer la situation entre l'Iran et les États-Unis, et ils essaient encore de le faire en ce moment même. Très bien, merci. Et John, l'autre point à mon avis en ce qui concerne le Moyen-Orient, c'est que vous avez mentionné la situation à laquelle Donald Trump est confronté aux États-Unis. Mais l'autre aspect, l'autre dimension du conflit, serait la manière dont les États-Unis pourraient exercer une pression sur l'Inde. L'Inde est importante à la fois pour l'Iran et pour la Russie. L'Iran importe du riz indien. L'un des principaux produits que l'Iran importe est le riz.
je pense qu'environ 50% provient de l'Inde, et les États-Unis ont tenté d'imposer des sanctions à l'Inde. C'est pourquoi l'Inde a décidé de ne plus envoyer de riz à l'Iran. Cela met beaucoup de pression sur le gouvernement pour gérer la situation avec un produit aussi important pour le peuple iranien. D'un autre côté, ils exercent également des pressions sur l'Inde pour qu'elle évite tout nouvel achat de pétrole russe. Comment cela va-t-il fonctionner pour les États-Unis? Pensez-vous que le gouvernement indien accepterait ce type de pression et chercherait à se rapprocher de Donald Trump et de sa position? Ou vont-ils percevoir la menace que représentent ces politiques changeantes de l'administration Trump, compte tenu à la fois de la Russie et de l'Iran, et peut-être, à terme, C'est une question très importante, car elle est assez nouvelle, et notre approche du podcasting, souvent centrée sur les États-Unis, tend à oublier que le monde n'est pas centré sur les États-Unis lorsque nous parlons de l'Inde, de la Chine, de l'Iran et de la Russie, comme c'est le cas ici. Au cours des derniers jours, des changements très significatifs se sont produits. Permettez-moi simplement de rappeler qu'en décembre, le président Poutine s'est rendu à Delhi et a tenu une série de sommets très créatifs, productifs et amicaux avec le Premier ministre Narendra Modi, atteignant un nouveau niveau de partenariat stratégique. Il y a une semaine, la délégation de l'Union européenne, dirigée par Mme von der Leyen, est venue signer un nouvel accord commercial majeur avec l'Inde, que les deux parties ont qualifié de mère de tous les accords commerciaux. Cet accord a permis à l'Inde, à l'époque, de diversifier son commerce, qui avait été fortement pénalisé par l'administration Trump, de s'orienter davantage vers l'Europe, d'accroître les investissements européens en Inde et d'élargir la mobilité de la main-d'œuvre. Souvenez-vous que l'administration Trump n'a pas seulement imposé des droits de douane punitifs à l'Inde, mais aussi des sanctions visant les travailleurs indiens et les individus hautement qualifiés et formés dans le domaine technologique, qui ont été pénalisés et exclus du programme de visa ayant contribué à créer une très large diaspora indienne aux États-Unis. Les Européens ont proposé une alternative, et les Russes ont également introduit un plan alternatif de mobilité de la main-d'œuvre, ainsi qu'un plan de mobilité militaire permettant l'utilisation réciproque des bases russes et indiennes. Ainsi, tous les acteurs autour de l'Inde ont accepté cette diversification, la considérant comme un moteur d'investissement et de croissance du PIB indien, tout en reconnaissant le rôle à long terme de la diaspora indienne dans leur vie politique. Alors, que s'est-il passé au cours des dernières 48 heures? D'abord, le président Trump a soudainement annoncé par un tweet qu'il avait conclu un accord majeur. Je regarde le texte du tweet, annonçant un changement fondamental dans la politique américaine envers l'Inde, qui a été extrêmement hostile et punitive depuis des mois. Maintenant, il dit Trump, et je lis le tweet. Ce fut un honneur de parler avec le Premier ministre Modi ce matin. Il est l'un de mes plus grands amis et un dirigeant puissant et respecté de son pays. Nous avons parlé de nombreux sujets, notamment du commerce et de la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il a accepté d'arrêter d'acheter du pétrole russe et d'en acheter beaucoup plus aux États-Unis, voire au Venezuela. Cela contribuera à mettre fin à la guerre en Ukraine. Et cela continue. Le président Modi a réagi par un tweet disant, et je tourne juste ma page pour bien reprendre ces mots, « Ravi d'avoir parlé aujourd'hui avec mon cher ami le président Trump. Heureux que les produits fabriqués en Inde bénéficient désormais d'un tarif réduit de 18%. Or, 18%, c'est un point de pourcentage de moins que l'ami stratégique des États-Unis, le Pakistan. Le Pakistan fait face à un tarif de 19%. Ainsi, tout à coup, l'orientation des États-Unis, pour ainsi dire, envers le Pakistan comme plateforme de guerre contre l'Inde à l'est et contre l'Iran à l'ouest, cette orientation semble avoir changé. Et
Et cela coïncide avec une rébellion, une flambée de violence très importante au Baloutchistan, qui borde l'Iran et l'Afghanistan. C'est une province, oui, une province ou une région du Pakistan, et elle a connu un important mouvement indépendantiste. L'armée de libération du Baloutchistan a été une force militaire majeure, et elle a désormais mené une série d'attaques hautement coordonnées à travers le Baloutchistan, du nord au sud jusqu'à l'océan Indien et d'est en ouest. L'armée pakistanaise rencontre de grandes difficultés, bien que cela ne soit pas largement médiatisé, à la contenir. À présent, au moment où les États-Unis prennent le parti de l'Inde, alors que le Pakistan accuse cette dernière d'être responsable de la violence au Baloutchistan et de la montée du BLA, cela donne l'impression que les États-Unis se sont retournés contre leur propre allié, le Pakistan. Cela affaiblit également l'alliance États-Unis-Arabie Saoudite-Pakistan face aux Émirats, à la Russie et à l'Inde. Vous avez donc soudainement un haut degré d'instabilité autour de l'Inde, avec l'Inde comme point pivot. Et Trump a dû reculer sur ses pénalités tarifaires. Nous pouvons maintenant aborder la question de ce que signifie réellement la promesse indienne d'acheter moins de pétrole russe, ou pas de pétrole russe du tout. J'ai fait quelques calculs avec l'aide de sources indiennes et russes, et je suis en train de chercher mes papiers pour expliquer que la perte réelle de revenus liée aux achats de pétrole de l'Inde au fil du temps pourrait être compensée par un accord conclu, disons au cours des 2 prochaines années, entre l'administration Poutine et l'administration Trump visant à lever les sanctions contre la Russie, y compris celles interdisant la vente de pétrole russe à la Chine et à l'Inde. Souvenez-vous que Trump lui-même a exempté la Chine de la sanction pénale pour l'achat de pétrole russe. Il insiste maintenant sur la promesse de l'Inde, mais cette promesse a été expliquée au président Poutine en décembre. La question est complexe des 2 côtés, russes et indiens, car les 2 pays sont profondément et durablement liés sur le plan stratégique, en tant que fournisseurs militaires et soutien mutuel en matière de sécurité. Cependant, un problème sérieux est apparu avec la volonté de la Russie de vendre son pétrole uniquement en dirhams ou en dollars. Le côté indien a proposé d'acheter le pétrole russe en roupies et que ces roupies soient investies en Inde sous forme d'investissement russe, ce qui reste bien inférieur à ce que les États-Unis, la Chine et les Européens possèdent en Inde. Et que la roupie devrait devenir une monnaie de réserve de la Banque centrale à Moscou. Cela est contesté par la Russie, la Banque centrale russe. Il existe donc à Moscou une divergence de factions sur la question de savoir dans quelle mesure lier les ventes de pétrole et la monnaie russe à l'Inde. Et c'est un problème que les Russes n'ont pas encore résolu. Ce ne sont donc pas des divisions. Il ne s'agit pas de semer la discorde, quoi qu'en pense Trump, entre l'Inde et la Russie. Le nouvel accord commercial ne signifie pas que les Indiens vont soudainement se tourner vers l'achat de F-35. Cela n'est pas susceptible de se produire, pas pour ce système d'armes en particulier. Il existe toute une gamme de systèmes d'armes américains que l'Inde possède, souhaite acheter ou a déjà acheté, mais elle s'est désormais engagée à acquérir environ 140 Rafales, des chasseurs français, dans le cadre de la diversification de sa planification aérienne pour l'avenir. Il continue également de discuter avec la Russie au sujet du Sukhoi 57. Il n'y a donc aucun signe de ce que Trump espère ou de ce que certaines parties de l'administration américaine espèrent avec ce nouveau rapprochement entre Trump et Modi, initié par Trump, non par Modi. C'est un recul de Trump par rapport à son hostilité envers l'Inde. Rien n'indique que cela creusera un fossé entre l'Inde et la Chine. Il en existe déjà un, ou entre l'Inde et la Russie.
Cela n'arrivera pas. En effet, au cours des prochains mois, ce qui va se développer, ce sont les termes d'un accord commercial indo-américain, en préparation et en négociation depuis des années, mais interrompu par les hostilités non seulement de Trump, mais aussi du secrétaire au Trésor américain Bassett et d'autres. Alors, que peut-on dire pour résumer? Il y a une grande instabilité, et cela ne fonctionne pas. Vous venez de le dire à propos du Moyen-Orient. J'ai simplement essayé de montrer que la lutte du Baloutchistan pour l'indépendance, qui amorce la désintégration totale du Pakistan, montre qu'il existe une forte instabilité entre ces États. L'Inde a remporté sa guerre la plus récente contre le Pakistan après l'attentat terroriste de Pahalgam l'an dernier au Cachemire. L'Inde reste constamment en alerte pour faire face au terrorisme par procuration visant à la déstabiliser de l'intérieur. Elle a également un potentiel de conflit frontalier important avec la Chine, et il existe une perception selon laquelle les États-Unis s'ingèrent au Bangladesh et au Népal, à l'Est. Ainsi, la perception des États-Unis comme un ennemi du gouvernement Modi et de la cohésion interne de l'Inde persiste. Mais tout à coup, au cours des dernières 48 heures, Trump change. Trump se retire de ses positions. Cela crée un grand bouleversement, soutenu par certaines factions en Inde, d'autres à Washington, tandis que la Russie doit exprimer ses préoccupations et préserver ses intérêts communs avec l'Inde. Mais il y a beaucoup moins de prévisibilité cette semaine qu'il n'y en avait la semaine dernière, ou lorsque j'étais à Delhi, disons en novembre, ou lorsque le président Poutine était à Delhi en décembre. Alors, que disons-nous ici? Nous disons que, dans une situation que les États-Unis ne peuvent pas contrôler, ils se retirent. Et ils viennent justement de se retirer face à la puissance montante qu'est l'Inde. Et cela, bien sûr, provoque des répercussions dans votre direction. Y aura-t-il une plus grande liberté pour l'Inde de commercer en contournant les politiques de sanctions, y compris celles visant l'Iran? John, en ce qui concerne les négociations, nous avons Steve Witkoff, qui s'occupe de toutes les questions liées à la politique étrangère des États-Unis. Qu'il s'agisse de l'Ukraine ou du Moyen-Orient, Steve Witkoff est là pour gérer et négocier tout cela. Quelle est son expérience? Que pouvons-nous tirer de ce qu'il a accompli jusqu'à présent pour mieux comprendre les négociations en cours avec l'Iran? Il semble que l'Iran et les États-Unis vont entamer des discussions vendredi et que Steve Witkoff sera à Istanbul pour rencontrer Arakchi, le ministre iranien des Affaires étrangères. Nous avons également l'expérience des négociations continues entre les États-Unis et la Russie. Que peut l'Iran apprendre de ce processus? Je suis très surpris, pour répondre à votre question, que l'Iran ne rappelle pas à tout le monde que Witkoff n'est pas un intermédiaire acceptable. Ce n'est pas un médiateur. Ce n'est pas un négociateur. Il a participé à une opération de tromperie lors de la préparation de l'attaque américano-israélienne qui s'est transformée en guerre de 12 jours en juin dernier, laquelle, dès le début, a tué un nombre important de généraux et de commandants militaires iraniens. Witkoff est responsable des tromperies qui ont servi de prélude à cette guerre. Maintenant, depuis l'Antiquité, que fait la partie trompée par le messager lorsque celui-ci se présente à nouveau? La réponse, elle lui coupe la tête, la met dans un panier et la renvoie à son principal. En guise de message, nous ne faisons pas confiance au messager que vous avez envoyé. Trouvez-en un autre qui ne trahit pas sa parole. Il n'y a aucun intérêt à négocier avec un messager qui n'honore pas sa parole. Et Witkoff l'a démontré plus clairement avec vous, l'Iran, qu'avec la Russie. Oui, il rencontrera M. Arakchi à Istanbul à la fin de cette semaine. Il sera également à Abu Dhabi
lorsque la prochaine série de réunions aura lieu avec la partie russe au sujet de l'Ukraine les 4 et 5 février. Et il vient tout juste d'être en Israël. Il fait la navette entre les trois. Quel camp représente-t-il? Eh bien, il est parfaitement évident qu'il représente Israël aux côtés de Jared Kushner et du troisième membre de cette équipe. Il s'appelle Joshua Grunbaum. Grunbaum et Kushner sont tous deux des adeptes de Chabad, le mouvement missionnaire fondamentaliste, le mouvement juif qui était autrefois basé à New York et qui est devenu un effort mondial visant à raviver la civilisation, les valeurs et la religion juive. Et cela a une application politique importante en soutien aux politiques de Netanyahou. Voilà Kushner, voilà Grunbaum. De plus, il participe à la reconstruction immobilière de Gaza. Passons maintenant à quelques éléments que représente Witkoff, que le côté russe comprend, mais que tout le monde ne saisit peut-être pas tout à fait. C'est un porteur de fonds. Il transporte et accepte des pots de vin pour la famille Trump. Voilà comment cela fonctionne. C'est pourquoi Kirill Dmitriev, le représentant russe pour les relations d'affaires, se trouvait à Miami samedi pour négocier avec Witkoff, Bessent, Grunbaum et Kushner. Voici l'accord. Le camp russe pense, et c'est ce que me disent mes sources, que les plus de 200 milliards de dollars d'avoirs de la Banque centrale russe gelés au début du conflit ont été presque entièrement compensés par la hausse de la valeur des réserves d'or de la Russie. En un sens, cette augmentation de la valeur des réserves souveraines russes en or a donc équilibré la perte. Ainsi, la partie russe estime pouvoir laisser Dmitriev utiliser ces plus de 200 milliards de dollars comme appât pour amener les États-Unis à conclure un accord portant sur un grand fonds d'investissement commun. On pourrait appeler cela une privatisation russe des réserves souveraines actuellement gelées. Comme l'a dit Dmitriev à Miami, si vous parvenez à extraire nos réserves d'Euroclar et des pays européens qui les ont gelées, et qui les utilisent pour financer la guerre en Ukraine, alors nous pourrons aller de l'avant. Vous les retirez et nous accepterons de verser $1 milliard dans le fonds BOP du président Trump pour Gaza. Nous accepterons d'allouer une partie de cet argent, de petites sommes, à l'Ukraine occidentale après un accord. Nous conviendrons que le reste de l'argent sera investi dans un fonds supervisé et géré par Dmitriev du côté russe, Witkoff et ses fils, Trump et ses fils, ainsi que son gendre, Kushner. Ce serait alors un fonds d'investissement de plusieurs milliards de dollars, privatisé à partir des réserves de la Banque centrale russe qui avaient été gelées et utilisé pour des projets qui seront célébrés, tout comme Trump célèbre le BOP, pour toutes sortes de projets au bénéfice pacifique à la fois de la Russie et de l'Ukraine. Dans ce genre de projet, les frais de gestion, les marges, toutes sortes de profits tombent du camion, pour ainsi dire. Et c'est là que se trouvent les pots de vin. C'est là que les incitations pour la famille Trump, la famille Witkoff, la famille Lutnick, toutes les familles qui dirigent Washington vont s'enrichir grâce à ce fonds. D'accord? C'est pour cela que Dmitriev négocie avec Witkoff. C'est pour cela que le président Poutine a reçu Witkoff plusieurs fois au Kremlin. La théorie du côté russe est que les présidents des États-Unis peuvent être achetés. L'expérience, surtout avec la famille Clinton, montre que les Américains ne respectent pas les termes de leurs accords. Mais cette formule place essentiellement la famille Trump et la partie russe, par l'intermédiaire de Dmitriev, aux commandes de ses réserves. Sur la conviction, comme on le soutient à Moscou, qu'ils feront un meilleur usage de cet argent qu'Elvira Nabiolina, la gouverneure de la Banque centrale qui l'a laissé partir, ne le ferait si la Banque centrale le récupérait. C'est la théorie qui sous-tend la négociation avec cet individu en particulier. D'un autre côté, la partie russe ne pense pas plus de bien de Witkoff que vous.
Alors, qui est le véritable négociateur des arrangements de sécurité, de la fin de la guerre, d'un armistice, d'un règlement territorial, de garanties de sécurité pour l'Ukraine? C'est l'amiral Kostiakov, le chef du GRU, le service de renseignement militaire, et le général Formy. Ce sont les deux généraux impliqués, appelons-les l'amiral et le général, qui négocient pour le camp russe à Abu Dhabi. Ils étaient présents à la première session et ils seront de nouveau à Abu Dhabi demain. Witkoff peut être là, Kushner peut être présent, comme il l'était lors du premier tour. Mais leur présence n'est pas exactement liée à la sécurité. L'idée, du côté russe, est que Witkoff persuade Trump qu'il est dans leur intérêt, économique, commercial et personnel, d'accepter les termes militaires et sécuritaires. C'est pour cela que Witkoff est là. Maintenant, quelle valeur Witkoff apporte-t-il au camp iranien à Istanbul? C'est différent, n'est-ce pas? C'est remarquablement différent. C'est pourquoi j'ai dit, pourquoi la partie iranienne n'insiste-t-elle pas pour rencontrer l'amiral Brad Cooper? C'est lui le commandant du Central Command, celui qui est responsable de l'armada attaquant l'Iran. La partie russe négociait, Kostiakov et Formy, avec le général Grinkevich. Qui est-ce? C'est le chef du commandement européen et du commandement suprême des forces alliées en Europe. Il est responsable des opérations dans lesquelles les États-Unis contrôlent l'Ukraine et les champs de bataille allant de l'Ukraine à l'Allemagne, vers le nord, jusqu'à la Finlande et au-delà. Si la partie russe dit « Nous pensons que la seule façon de négocier un armistice durable, la paix ou un report de la guerre, ou mieux encore, est avec un général américain », alors je suis surpris que la partie iranienne n'ait pas dit « Witkoff, amène Cooper la prochaine fois. Fais en sorte que nous puissions avoir des négociations de général à général. » John, comment vois-tu le rôle de la Chine, à la fois en Ukraine et au Moyen-Orient? Nous avons vu la Chine, eh bien, elle n'est pas vraiment timide lorsqu'il s'agit d'afficher sa position, de montrer sa politique dans ces deux régions. Elle a essayé de rester calme et de ne pas s'impliquer trop directement, mais en coulisses, ou du moins c'est ce que nous pensons, en ce qui concerne les armes, les politiques, tout cela. Où en est la Chine aujourd'hui? Et par rapport à avant, car ici en Iran, on peut voir la position officielle du gouvernement iranien changer de manière considérable. L'Iran et la Russie sont désormais partenaires. Ils sont si proches que je n'aurais jamais pu l'imaginer auparavant. Alors, comment vois-tu la Chine dans ce calcul? Eh bien, je dois admettre que je ne suis pas un expert de la Chine. Je peux seulement dire que j'ai vu la Chine, de manière heureuse et intéressante, dans le cadre des relations russo-chinoises à tous les niveaux de négociation, où j'étais soit directement impliqué, soit chargé de faire des présentations en Chine auprès de banques d'investissement chinoises sur le risque russe. J'ai donc une assez bonne idée de la façon dont les deux parties se perçoivent, du moins sur le plan des affaires. Ce dont je ne suis pas en mesure de parler, c'est de la purge en cours entre le président Xi et la commission militaire centrale, les commandants de l'armée chinoise, ainsi que de la relation entre l'armée, le Parti communiste et le politburo du président Xi. C'est un sujet sur lequel je préfère ne pas me prononcer, car je n'en sais pas assez, même si j'entends et écoute toutes sortes de discussions à ce propos. Sur ce sujet, les Chinois sont extrêmement discrets et réservés. Le ministère russe de la Défense a annoncé une visioconférence au cours de laquelle le ministre russe de la Défense, M. Belousov, a eu un entretien avec, si je me souviens bien, le ministre chinois de la Défense, Dong Jun. Pardonnez-moi si j'ai mal prononcé ou mal cité le nom. L'ordre du jour évident était « Que diable se passe-t-il en Chine ?» Telle aurait été la question russe.
Dans quelle mesure les services de renseignement russes, la relation russo-chinoise et la relation entre Xi et Poutine permettent à chaque partie de parler franchement de ce qui se passe? Je l'ignore. Ce que je peux dire, c'est qu'il existe aujourd'hui une incertitude considérable quant à la capacité de la Chine à projeter sa puissance militaire. Et soudainement, nous avons vu apparaître dans l'univers des podcasts des professeurs chinois éloquents, formés aux États-Unis, qui font un travail plutôt convaincant pour nous persuader que la Chine peut projeter à la fois une puissance militaire et commerciale. Eh bien, disons-le ainsi. Les Chinois n'ont pas été capables de projeter une quelconque puissance de dissuasion au Venezuela lors de la confrontation avec Trump. Ils ont été les derniers soutiens du président Maduro à se montrer et à lui tenir la main avant que les États-Unis ne le saisissent le lendemain. Les États-Unis ont retardé leur attaque contre Maduro jusqu'à ce que la délégation chinoise ait quitté la ville. Je ne vois pas que le soutien chinois au Pakistan, par exemple, ait été réellement efficace pour protéger le Pakistan après qu'il a déclenché l'échange de violence avec l'Inde. L'armée indienne, les forces armées indiennes et l'armée de l'air indienne ont contre-attaqué avec une efficacité supérieure à ce que le commandement et le contrôle pakistanais, soutenus par la Chine, pouvaient gérer. Je sais qu'il y a des gens dans le public qui ne sont pas d'accord avec moi. C'est pas le moment de débattre des preuves, mais on peut en discuter à partir des faits. La question devient alors celle que vous posez. Dans quelle mesure la Chine agit-elle pour l'Iran afin de dissuader une attaque américaine? Nous savons que la défense aérienne, la défense antimissiles, la défense électronique et la coordination des défenses russes se sont considérablement améliorées, comme vos généraux l'ont dit, améliorant de manière spectaculaire la capacité de l'Iran à dissuader une attaque américano-israélienne. Et la Chine alors? Qu'a fait la Chine pour renforcer sa capacité de dissuasion? Nous savons que ces derniers jours, il y a eu un exercice conjoint entre la marine chinoise, la marine russe et la marine iranienne, avec tirs réels dans la mer d'Oman à portée de missiles, mais hors de portée d'artillerie de l'armada américaine. Nous savons que ce type d'exercice conjoint a déjà eu lieu. Nous savons aussi que, lorsque les Chinois se montrent pour projeter leur puissance navale, ils le font avec 2 navires, pas davantage, puis repartent aussitôt. Quelle est la capacité de la Chine à renforcer la capacité de votre camp à dissuader les Américains? Dites-moi donc, si selon la partie iranienne, la partie chinoise dispose d'une capacité de projection militaire à effet dissuasif. Je n'ai pas la réponse à cette question. Il semble d'ailleurs que la Chine fournisse à l'Iran ce type d'armes. Il me semble, je n'ai aucune information pour le confirmer, mais l'atmosphère entre les deux, l'Iran et la Chine, est totalement positive. Il semble qu'ils se rapprochent de plus en plus avec le temps. Et vous avez mentionné l'opération, les exercices navals entre ces 3 pays. Cela aura lieu à la fin du mois de février, ce mois-ci. Ouais. John, c'était une excellente discussion comme toujours. Nous avons beaucoup appris de ton point de vue et nous apprécions tes analyses ainsi que ta compréhension du conflit dans la région, en Asie occidentale et en Eurasie, en Ukraine. Merci beaucoup, comme toujours. Merci de m'avoir invité, Nima. J'ai hâte de voir quelles nouvelles tomberont d'ici à notre prochaine rencontre, la semaine prochaine. Il s'est passé énormément de choses ces derniers jours, et avec un peu de chance, nous aurons raison de penser que nous ne parlerons pas d'une attaque américaine contre l'Iran la semaine prochaine. Merci encore de m'avoir invité. D'accord. À bientôt, Nima. Merci. See you soon, John. Thank you.